Je pense que la valeur d'un chercheur, c'est surtout celui d'essayer de mettre en avant tout, des faits scientifiques, des résultats scientifiques, avant de se mettre en avant, puisqu'avant tout, c'est nos activités de recherche qui sont importantes. Et il faut montrer aussi que quelque part, quand on parle de réchauffement climatique, quand on parle de prédictions pour le futur, à 2100, 2200, 2500, je pense que c'est aussi important quand même de montrer que tout ça est basé sur un travail qui est solide. Bonjour, ce podcast nous emmène à Oman, dans la péninsule arabique. Aujourd'hui, une large partie de ce territoire, 80% environ, est constituée de déserts, soit des hautes dunes de sable, soit des plateaux pierreux à perte de vue. Mais il y a plusieurs milliers d'années, il n'en était pas de même. Des lacs, de la végétation et donc des écosystèmes bien différents y existaient. Quelles étaient les conditions climatiques et environnementales à cette époque? Comment ces régions sont-elles devenues désertiques? Par quel mécanisme? Depuis quand exactement? De nombreuses questions restent en suspens. En octobre 2021, le chercheur Johan Etourneau a conduit une mission exploratoire dans ce pays. Le but est bien mettre en évidence les indices de ces changements climatiques. Nous vous proposons de revivre à travers cette série de 3 podcasts cette mission qui nous emmènera aussi bien dans les vastes étendues désertiques qu'au fond des grottes des régions montagneuses. Johan Etourneau est climatologue, ou plutôt paléoclimatologue, expert du climat passé, que cela soit dans les régions tropicales ou les régions polaires. Il est maître de conférences à l'école pratique des hautes études. Il tente de reconstruire le climat passé grâce à des traceurs géochimiques issus des organismes, animaux, plantes qui vivaient à cette époque. Ces restes se sont déposés, ont été préservés au fil des milliers d'années dans des sédiments que l'on retrouve dans d'anciens lacs asséchés ou au fond des océans. Il fut un temps où la climatologie du passé était une discipline fondamentale, disons réservée aux spécialistes, mais aujourd'hui, avec la prise de conscience du réchauffement climatique, elle est devenue majeure, car comprendre comment le climat a pu évoluer dans le passé sans l'impact de l'homme est crucial pour anticiper comment il peut changer dans le futur. Alors la région d'Oman, ou je dirais plus largement la péninsule arabique, est aujourd'hui une région qui est extrêmement aride, désertique, et qui subit de plein fouet actuellement le réchauffement climatique, où les températures peuvent devenir extrêmes. Et en fait, on sait que dans le passé, cette région climatiquement n'est pas restée aussi aride. Elle a connu des phases humides, avec une végétation qui était très bien développée, et notamment sur une période la plus récente, entre 12 000 et 5 000 ans, où on sait qu'on a eu de la végétation, mais également aussi la présence d'animaux et autres que l'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et c'est pas très loin, 12 000 ans. Non, on est au début de l'Holocène, c'est-à-dire qu'on a la fin de la période de déglaciation qui fait suite à la dernière période glaciaire. Alors les géologues omanais qui participent à cette mission, on en reparlera, ont repéré 4 sites principalement. Ce sont des anciens lacs aujourd'hui totalement à sec. Alors pourquoi ces lacs sont-ils intéressants? Alors, comme tout lac que l'on retrouverait dans n'importe quelle région du monde, y compris en France, en fait un lac c'est une sorte d'entonnoir qui va regrouper l'ensemble des éléments qui vont être produits soit par la végétation, soit par les animaux, et qui vont venir sédimenter au fond du lac. Et au fur et à mesure avec le temps, ces sédiments vont s'accumuler et donc vont former une archive climatique. Des archives que vous allez prélever comment? C'est extrêmement simple, c'est-à-dire que on va faire une entaille au niveau du sédiment lacustre, on va mettre donc à jour une accumulation de séries sédimentaires, à partir desquelles on va déposer des sortes de plaquettes en aluminium, et ensuite les découper de façon à ce qu'elles restent à l'intérieur de la plaquette. Et ensuite, on va empaqueter ces plaquettes qui vont être transportées en laboratoire et ensuite vont être échantillonnées et analysées. Le but de la mission est donc de mettre à jour, pour la première fois à Oman, les traces de ces plantes, de la végétation, des animaux qui étaient présents entre moins 5000 et moins 12 000 ans, et de révéler aussi les conditions atmosphériques et environnementales de cette époque. Nous voici partis vers les Waiba Sands, plus de 12 000 km² de hautes dunes de sable à 4 heures de route au sud de Mascate. Mais en chemin, l'équipe décide de faire une courte halte.
Donc là, on se situe au milieu d'un wadi. Alors un wadi, c'est une rivière asséchée qui se remplit très ponctuellement quand il y a des fortes précipitations liées à un cyclone, par exemple, au niveau des montagnes. Et donc il y a un gros transport d'eau et de matériel sédimentaire en direction de la mer. Et là, par exemple, ici, il y a 2 semaines, c'était plein d'eau. Donc il y a 2 semaines, là, suite au cyclone Shaheen, en fait, il y a eu énormément de précipitations. Et ce wadi, qui doit faire une centaine de mètres de large, en fait, était entièrement recouvert d'eau. On a du mal à l'imaginer, là. Surtout par 31 degrés et 20% d'humidité. Notre objectif est double dans cette mission, c'est à la fois de collecter des aérosols, des poussières, et également de trouver des endroits qui pourraient potentiellement être des sources de poussière. Charlotte Skonieczny participe également à cette mission. Elle est enseignante, chercheuse, maître de conférences à l'université de Paris-Saclay. Moi, je suis venue ici donc, pour plusieurs raisons, parce que je suis paléoclimatologue, donc j'étudie les climats du passé. Et donc mon objectif est de reconstruire l'environnement et les conditions climatiques dans le passé, et plus particulièrement, ce que je disais précédemment, les particules éoliennes, en quoi ces particules éoliennes peuvent nous raconter l'histoire de l'atmosphère, l'histoire des environnements, est-ce qu'ils étaient arides, est-ce qu'ils étaient humides, etc. Et donc là, l'objectif pour nous, c'est d'avoir à l'actuel des données de ce qui se promène dans l'atmosphère au niveau au-dessus de l'Oman, de la péninsule arabique d'une manière générale, puisque l'objectif est d'aller dans les carottes marines de la mer d'Arabie, rechercher les anciens dépôts de poussière et d'en reconstruire l'origine, la source, la provenance. Sauf que c'est très difficile sans avoir de compréhension de l'actuel. Donc je ne dis pas que c'est l'actuel qu'on va retrouver dans le passé, mais au moins la compréhension de l'actuel nous aidera à mieux interpréter le passé. Donc là, on a repéré depuis la route un wadi, donc c'est une ancienne rivière, une rivière asséchée qui régulièrement se réactive. Et on a vu des dépôts très fins, argileux, silteux, donc, qui potentiellement, en période de vent intense, peuvent servir de source de particules pour alimenter l'atmosphère et devenir des poussières. Donc on est venu prélever un peu ces échantillons, noter un petit peu la température d'aujourd'hui, la position, la vitesse du vent, etc. pour avoir plein d'informations pour après géographiquement le situer et géologiquement un peu le reconstruire, lui donner des petites informations qui pourront nous servir à mieux caractériser les poussières. Et sur le sol, des indications, on voit des couches différentes, comme des feuillets. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Donc comme on est dans le lit d'une rivière, donc c'est une rivière réactivée régulièrement, on a les dépôts de chaque écoulement, chaque apport d'eau qui est chargé lui en sédiments. Donc effectivement on voit comme des feuillets qui se dessèchent puisqu'il fait très chaud. Et donc on a prélevé les plusieurs feuillets, donc qui doivent correspondre aux 2-3 dernières inondations, immersions d'eau. Et puis on a également prélevé sur le côté, là un peu plus loin, on a des affleurements. Donc là ce sont des dépôts également gravitaires, donc des apports massifs, probablement bien plus anciens, mais on a aussi prélevé à l'intérieur les couches fines d'argile, de silt, pour un peu comparer est-ce qu'entre ce qui s'est déposé il y a 15 jours et ce qui est accumulé depuis peut-être 1000 ans, est-ce qu'on a déjà des informations différentes en termes de chimie, de minéralogie, etc. Alors une fois ces prélèvements sur le sol ramenés à Paris, quelles vont être tes analyses ? On va regarder la granulométrie, c'est la taille des grains. Oui. On va regarder la minéralogie des argiles, donc c'est quelle est la composition des minéraux très très fins. Et ensuite, en fonction des résultats qu'on obtiendra, on pourra faire ce qu'on appelle la géochimie élémentaire. Donc à l'intérieur de ces minéraux, regarder les compositions en éléments qui sont caractéristiques d'une région géologique et donc nous aident à retrouver la source de ces poussières. Après 2 nouvelles heures de route, nous voici arrivés dans les Wahiba Sands, un paysage désertique somptueux, de hautes dunes qui prennent des couleurs différentes suivant les heures de la journée. Ouais. Comme ça on pourrait faire 3 sections. On a assez de plaquettes, de toute façon là il y a quoi ? Il y a 1050. Là tu as une plaquette. Et là on doit pouvoir creuser un petit peu. Parce que là la couche qu'on a dessous les pieds, tu vois, ça c'est une strate. Et on doit pouvoir creuser pour coller peut-être une voire 2. On tente celle-ci en premier ? Ouais, on voit comment ça se comporte. Parce que Entre les dunes, nous trouvons l'endroit repéré par les géologues omanais, un large espace de sol plus dur, constitué de différentes couches de sédiments, d'argile, de sable.
Des couches qui correspondent à différents événements climatiques. C'est le dépôt lacustre. Tout ça, c'est des dépôts donc, qui correspondent à des apports terrigènes qu'il y a autour du lac, mélangés à de la matière qui est produite soit par les plantes, soit par les algues qui vivent dans ces lacs. Donc il faut imaginer qu'il y avait un lac ici. Ici, il y avait un lac probablement donc, entre 5 et 12 000 ans. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il s'est asséché, on ne sait pas quand est-ce qu'il est exactement apparu. Le problème, c'est que comme on ne sait pas exactement l'épaisseur qu'on a au total, on ne peut pas savoir jusqu'à quelle profondeur on va aller. Et encore une fois, c'est exploratoire. Donc le but, c'est vraiment de commencer à faire des datations sur ces séries-là, faire des analyses géochimiques, et ensuite voir ce qu'on a, quitte à peut-être prévoir un peu plus tard de revenir et d'essayer de creuser plus profond. On voit bien ici que ça diffère vraiment de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que le type de sédiments, on voit bien que ce sont des dépôts sédimentaires et ce ne sont pas des blocs rocheux ou ce n'est pas des dunes de sable. C'est vraiment un endroit qui est dégagé où on voit vraiment clairement les différentes strates. Et là, l'idée maintenant, ça va être essayer de dégager, donc de mettre à nu une séquence le plus proprement possible et ensuite de venir appuyer la plaquette pour pouvoir la détacher. Donc la pelle, spatule et puis on remplit. Il va falloir be much more. Yeah. And they are quite clean, huh? You see the white, yellow. Certains endroits ont été érodés, creusés par des précipitations. C'est l'occasion de faire des prélèvements qui correspondent à des périodes plus anciennes en fait. On va se servir de ça parce que c'est plus facile d'accès, donc on va pouvoir découper directement. Et la partie supérieure, on va quand même essayer de faire de prélèvement des petites séquences. Au moins qu'on essaie de dater au moins le top. Ça devrait nous donner une idée de quand est-ce que cet événement, au moins ici, s'est terminé. Ce serait une première information. Si on peut dater importante. déjà le moment de la fin du lac. Voilà, c'est ça. On pourra savoir si c'est plutôt 4000 ans, 5000 ans ou 6000 ans. D'accord. Par contre, je pense qu'on n'aura pas la totalité de la séquence parce qu'elle doit être plus profonde et qu'il est déjà 3h30. Le but de l'opération est maintenant de prélever un extrait de sol sur une profondeur d'1 mètre et de l'enfermer dans une plaquette en aluminium, plaquette qui sera soigneusement emballée, isolée pour être analysée par les détecteurs plus tard en France, une opération qui va s'avérer plus délicate que prévu. La difficulté, c'est qu'on a vraiment des alternances entre des argiles et du sable, ce qui fait que c'est pas consolidé. Et à partir du moment où on veut commencer à faire la tranchée, en fait, on se retrouve que les niveaux sableux s'écroulent, comme un château de sable. Et en fait, du coup, on a fait un échantillonnage discret, c'est-à-dire qu'on a pris des échantillons à différentes profondeurs. Donc pas une seule pièce, mais différentes. Mais en différentes parties. C'est moins bien? T'es déçu? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est juste que c'est difficile d'avoir une séquence entière avec ce sol, mais en tout cas, non, c'est super. La nuit est tombée et c'est devant un ciel peuplé d'étoiles, dans le silence du désert, que nous pouvons faire le bilan de la journée, l'occasion notamment de parler des collègues géologues omanais qui nous accompagnent. Alors l'avantage de travailler par exemple avec nos collègues omanais, mais c'est vrai aussi pour d'autres missions, c'est qu'on rencontre de visu nos collaborateurs qui des fois ont des spécialités qui sont soit complémentaires, soit qui sont très différentes. Et l'avantage qu'il y a surtout, c'est qu'eux connaissent la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'ils connaissent les véritables conditions, ils peuvent nous renseigner sur quand est-ce qu'il y a eu des pluies, quand est-ce qu'il n'y a pas eu des pluies, où est-ce qu'elle circule, l'eau, une fois qu'il y a eu des fortes précipitations. Et donc cet échange, il est extrêmement important parce qu'il nous apporte des informations précieuses que l'on n'aurait pas, nous, en venant que pendant 15 jours. Ce qu'on entend là, c'est le drone qu'on va essayer demain, c'est ça? C'est exactement ça, on a un drone qui est en train de voler au-dessus. Alors l'intérêt du drone, dans un premier temps, c'est de pouvoir essayer d'avoir une vue d'ensemble du site et éventuellement de sélectionner des endroits qu'on n'aurait pas vus en étant directement au niveau du sol. Même là sur ce lac par exemple, où on était donc tout cet après-midi? Alors c'est possible parce que quand on s'est déplacé vers les dunes, on s'est aperçu qu'il y avait certaines couches assez fines qu'il serait probablement facile d'échantillonner. Et donc c'est un peu ce travail d'exploration autour du site et la vue aérienne reste toujours une excellente moyen de pouvoir déterminer plus précisément les endroits où on veut aller.
Et que les visions, que les images de satellite par exemple qu'on peut avoir avec Google Earth ou d'autres qui sont à assez basse résolution. Le lendemain, après un lever de soleil superbe et orangé à 5h30, l'équipe est toujours décidée à faire les meilleurs prélèvements possibles de ce site potentiellement exceptionnel. Un plan B est alors adopté. Comme il s'est révélé impossible de prendre un extrait du sol sur 1 mètre de profondeur à cause de la dureté du sol, eh bien il est décidé de prélever des échantillons de ce sol à chaque strate visible. Le sol révèle rapidement des coquilles blanches de gastéropodes marins, un indice précieux. À la surface, mais quand même emprisonnée dans le sédiment. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est arrivé récemment. Ça date probablement de la même couche que le même âge que le dépôt. Tu vois, on en retrouve aussi ici. Là, on voit juste le sommet. Et ça, probablement, c'est des gastéropodes qui sont endémiques au lac. Et qui peut-être n'ont pas bougé depuis ce moment-là. Oui, ils n'ont certainement pas bougé. Mais par contre, ce qui est très bien, c'est que du coup, on peut s'en servir pour faire des datations. Parce qu'on peut directement mesurer du C14 sur ces coquilles-là. Et comme il y a de la matière, comme ils sont assez importants, du coup, ça devrait être assez facile à dater. Alors, au fond des lacs, on trouve souvent ces petits mollusques qui vivent directement sur les plantes. Ça peut être de bons indices pour toi, ça? Donc après, la question c'est de savoir si on retrouvera des marqueurs de ces plantes aquatiques, parce qu'il y a des plantes probablement aériennes qui vivent autour du lac. Et après, il y a des plantes aquatiques. Et alors ça, on le verra comment? Vous le verrez comment? Par des analyses géochimiques. Si on arrive à retrouver des composés moléculaires qui ont été synthétisés par ces plantes, par éventuellement la présence d'ADN, on a plusieurs, et puis par les pollens, on peut voir un peu quel type de végétation on a. Allez. Et toujours en explorant ce site, l'équipe finit par faire une autre trouvaille. Alors on a trouvé un endroit plus intéressant parce qu'en fait sous ces couches très dures, très compactes, en fait on a trouvé des dépôts sédimentaires où on voit bien les lamines, mais surtout qui contiennent beaucoup plus d'humidité. Les lamines? Donc les lamines en fait c'est une alternance de couches claires avec des couches sombres. Et en fait ce qu'on voit, parce que c'est aussi le travail du géologue, c'est pas seulement visuel, mais c'est aussi la prospection. Et puis le toucher. Parce qu'on voit bien que si on touche, on n'a pas du sable sec, mais au contraire, on a quelque chose d'assez compact, humide. Et donc du coup l'idée ce serait essayer de voir si on pourrait mettre une plaquette après. Plus sombre, plus humide, plus de vie organique. Ça veut dire une meilleure préservation, ça veut dire aussi des meilleures facilités pour après faire poser éventuellement une plaquette, échantillonner. Et puis c'est surtout qu'on a une meilleure préservation. Donc un contenu probablement plus intéressant. C'est ça. Et plus on creuse, plus on remonte dans le temps. Là tu vois vraiment on commence à voir quelque chose. Alors, on est sans doute sur la continuité de ça, sauf que ça a complètement séché. Tout le bloc que tu as au-dessus là il est complètement sec. Donc soit il faudrait arriver à le péter en deux pour voir si éventuellement il y a possibilité de pouvoir faire des plaquettes à l'intérieur. Mais là il faudrait des gros outils. Là il faudrait des plus gros outils. Surtout qu'en plus c'est très consolidé, donc tu as vu c'est très dur à casser même avec la pelle, même avec une pioche. Il faudrait au minimum une énorme pioche. Mais là déjà si on arrive à avoir une belle séquence là en dessous, c'est qu'un bout. Mais ça nous permet d'avoir des informations sur le potentiel du site, parce que finalement s'il y a un endroit ici, ça veut dire qu'il y en a d'autres ailleurs. Il faut juste arriver à tomber dessus. Il y a une question de chance. Mais ce truc c'est que là on ne sait pas si on reste dans le top du sédiment ou si on peut aller beaucoup plus bas, parce que probablement il y a des niveaux qui sont encore plus bas. Et plus tu creuses, plus tu penses que tu vas loin dans le passé? Ah oui, on remonte le temps là. On remonte le temps, on remonte
Après quelques heures de travail encore, une magnifique plaquette pleine de sédiments sur toute sa hauteur va pouvoir être extraite, enfermée dans du film plastique et protégée, prête à être analysée. La patience a fini par payer. Avant même la vie s'arrête, un joli gâteau au chocolat. Beau bébé, hein. Ouais. Alors, d'habitude on est un peu plus délicat, on prend un peu plus fin. Là on a décidé de faire le cake au chocolat là. Et ça nous arrange parce qu'en fait il y a des sédiments qu'on va analyser à l'intérieur, qu'on va prélever à l'intérieur. Et en fait ce qu'il y a c'est que le fait qu'il soit très épais, ça protège l'intérieur du sédiment de toute oxydation. Par contre, est-ce que tu as un petit bout de quelque chose pour que je puisse... Ah du plastique ou... juste le top, il est où? Après 2 demi-journées passées sur ce site, il est temps de repartir vers d'autres lieux dans ce pays d'Oman et de tirer les conclusions de cette halte. Oui, en fait, ça a été une extrêmement bonne nouvelle ce matin parce qu'on a persisté et à force de chercher justement différents sites, différentes dépôts lacustres, on en a trouvé un qui était particulièrement humide et en fait qui était plus en profondeur. La séance de carottage a quand même été difficile. Alors déjà d'une part, c'est parce qu'il a fallu faire un trou assez conséquent et deuxièmement parce que pour arriver à extraire une séquence sédimentaire qui soit suffisamment longue, qui couvre donc probablement plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, du coup il a fallu la dégager proprement et ça a pris un certain temps. Et il faut de la patience sur le terrain, n'est-ce pas? Tout l'intérêt du travail exploratoire, c'est justement d'être obstiné, d'essayer de trouver les meilleurs sites, d'être patient, parce que des fois ça prend un certain temps, et puis que finalement, à la fin, on arrive à avoir d'excellentes nouvelles. Autant moi que les autres collègues français, on avait vraiment à cœur, parce qu'on voyait très très bien les différentes couches. Et donc c'est vrai qu'on se disait repartir sans avoir le moindre échantillon alors qu'on le voit clairement, soit c'est parce que les outils n'étaient pas adaptés, ou dans ces cas-là il fallait opter pour une autre stratégie, ou sinon tout simplement il fallait essayer de creuser au bon endroit. La séquence que l'on a pu retirer sur ce terrain, elle va être analysée à Paris, dans vos laboratoires. Qu'est-ce que tu en attends? Alors la séquence qu'on a récupérée là va nous permettre déjà, on va la dater pour commencer, c'est le travail essentiel. Donc on va dater la partie supérieure, la partie moyenne, la partie inférieure, et ça va nous donner déjà une information sur l'âge de ces sédiments. Est-ce qu'on est bien dans la période humide que l'on recherche, c'est-à-dire entre 5 et 12 000 ans? Est-ce qu'au contraire c'est un petit bout de séquence qui correspond à une période en particulier, soit au sein de cette période de temps, soit peut-être avant ou soit peut-être après? Et ensuite, ça va nous donner des indications aussi sur la vitesse de sédimentation, c'est-à-dire que toutes les particules qui vont au fond du lac, finalement, que ça fasse 50 cm pour 1000 ans ou que ça fasse 50 cm pour 2000 ans, ça va nous permettre aussi, dans un proche futur, de pouvoir essayer d'estimer quelle est la quantité de sédiments qu'on peut s'attendre quand on veut regarder, par exemple, entre 5 et 12 000 ans. Pour cette deuxième journée, on a quand même beaucoup de chance. Alors ça fait partie aussi de la recherche, des fois de tomber sur les bons affleurements au bon moment, et voir peut-être à la fin, au moment de partir. Mais évidemment, on a eu beaucoup de chance et on en est très content. C'est sur cette note positive que se termine cette journée et ce podcast. Bien sûr, l'aventure n'est pas terminée, loin de là. Nous vous donnons rendez-vous pour le numéro 2 de cette série Climat, mission exploratoire dans la péninsule arabique. Merci aux chercheurs, Johan Etourneau, Charlotte Skonezny, Mohamed Alkindi et ses équipes. Merci à Edith de Pontbriand de l'École pratique des hautes études. À bientôt.